alaikum, maman. Salam alaikum. Tu vas bien? Ça va, alhamdulillah. Là. Alors, on va juste attendre un petit peu que les gens ils arrivent. Ouais. Ça va? Ça va, ça va. Ça fait plaisir de te voir. Ah bah tiens, moi aussi, hein. Alhamdulillah. Alors. Mais du coup, est-ce que tu vas, comment dire, est-ce que tu vas, comment dire ça? Tu vas lire certains messages ou est-ce que tu vas seulement faire Ah, je vais faire une petite introduction et ensuite je vais laisser un peu parler les mamans si elles ont envie d'intervenir à travers les questions. Ouais, super. Mm. Ok, on va faire ça. Bon, ben, je pense qu'on peut commencer, Inch'Allah. On t'écoute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Alors, bienvenue à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui sur ce live improvisé. Alors, pourquoi j'ai voulu ce live, voilà, improvisé, rapide, je vais pas vous tenir très longtemps. Tout simplement parce que je reçois des messages dans lesquels vous me demandez, regardez comment vous posez vos questions, votre problématique. Vous dites, j'ai mon enfant de 4 ans, de 5 ans, de 8 ans, de 10 ans, qui fait des bêtises, qui ne m'écoute pas. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, vous imaginez bien que lorsque vous me posez une question comme ça, je ne pourrai pas vous répondre. Parce que pour répondre à une question comme celle-ci, j'ai besoin d'analyser la situation. Donc la situation, c'est-à-dire l'environnement familial, qui est un spectre qui est très large, l'environnement dans lequel va vivre l'enfant, et avec tous ces éléments, je vous apporte des éléments de réponse à votre problématique. Allez sur les réseaux sociaux pour aller piocher des conseils, c'est bien. Le souci d'aller piocher des conseils un peu partout, même moi quand je fais des vidéos, les vidéos que je fais, c'est en fonction des problématiques que je rencontre à travers ce que vivent les mamans au quotidien. Donc, j'essaye de répondre à travers des vidéos à certaines problématiques, à certains moments où vous êtes vraiment pas bien et vous voulez une solution tout de suite. Alors sachez que quand vous prenez à la lettre les conseils qui sont donnés à droite à gauche, le souci c'est que vous allez l'appliquer sans prendre en compte le réel besoin de votre enfant à ce moment-là, de prendre en compte l'environnement dans lequel vous êtes en train de vivre. Donc, en fin de compte, vous ne corrigez pas le comportement. Vous êtes en train d'apporter un comportement qui sera inapproprié à la situation que vous êtes en train de vivre. C'est pour ça que vous devez absolument apprendre. Apprendre, c'est nécessaire. Vous devez apprendre à connaître le fonctionnement d'un enfant, à savoir quels sont ses besoins pour pouvoir y répondre. Si vous ne faites pas ce travail, vous n'arriverez pas à corriger les comportements qui sont inappropriés que vous avez envers vos enfants. Bien sûr que vous voulez le meilleur pour votre enfant. Toutes les mères veulent le meilleur pour leur enfant. Mais comment est-ce que moi, qui n'ai pas reçu justement ces éléments-là dans mon éducation, comment je vais pouvoir le donner à mes enfants? Pourtant, je suis pleine de bonnes intentions, pleine de bonne volonté. Mais quand je suis confrontée à mon enfant qui me demande quelque chose, qui a besoin de quelque chose, je ne sais pas comment lire son besoin. Je ne sais pas comment le comprendre. Alors comment est-ce que je pourrais y répondre? Donc bien sûr, vous êtes frustrée, vous êtes impatiente, vous êtes énervée, vous criez, parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez une charge mentale qui est très lourde. Vous êtes des mamans qui voulaient tout faire en même temps. Pourquoi est-ce que vous vous imposez ça? Faites ce que vous pouvez et ne vous oubliez pas vous-même. Parce que si vous êtes mal, vos enfants iront mal. Si vous êtes heureuse,
vos enfants seront heureux et en sécurité. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'apprendre à décoder les comportements et les besoins de vos enfants pour pouvoir y répondre. Donc c'est normal que vous soyez frustré quand vous voyez des conseils un peu partout et quand vous essayez de les appliquer, bim, ça ne fonctionne pas. Une autre chose, c'est que quand vous apprenez les mécanismes de développement de l'enfant, que vous apprenez à répondre aux besoins, ne vous attendez pas à ce que ce soit une baguette magique. Ça demande des efforts. Le changement demande des efforts parce qu'il faut enlever les comportements inappropriés pour laisser la place au bon comportement qui va être adapté à votre enfant à l'instant T. C'est pour ça que c'est nécessaire d'être patiente. La patience, c'est ça qui va permettre le changement. Si vous êtes impatient, vous n'y arriverez pas. Être parent, c'est un travail de longue haleine qui va vous demander, parce que là, quand l'enfant il est jeune, on peut essayer de trouver des solutions. Mais si on ne répond pas à ses besoins de 0 à 6 ans, de 7 ans à 12 ans, qu'est-ce qui va se passer? Et le pire encore, c'est de 12 à 17 ans, la période de l'adolescence, la période de la construction de la personnalité de votre enfant. Qu'est-ce qui va se passer? On doit savoir comment ça fonctionne. On doit savoir quel est le rapport que je dois avoir avec mon enfant adolescent. Parce que ça ne fonctionne pas comme quand il était petit. Donc ce sont tous ces éléments-là qui sont nécessaires. Vous me demandez, j'ai 2 garçons. Ils se disputent tout le temps. J'en ai assez qui se disputent tout le temps. Pourquoi ils se disputent tout le temps? Ce sont des ennemis. Les garçons aiment se chamailler. Ça fait partie de leur fonctionnement. À partir du moment où il n'y a pas de violence, ils se chamailleront toujours. Une fois qu'ils deviendront des jeunes adultes, ça va plus être comme ça. Mais c'est tout à fait normal. C'est quand la violence arrive qu'on met un terme à ça. Après, il y a un élément qui est essentiel. Alors, il y en a beaucoup qui sont un peu sceptiques. Moi, je prône cette éducation parce qu'elle est vraiment adaptée. Cette éducation qui est bienveillante et qui est positive, c'est l'éducation que l'on doit mettre en place au quotidien avec nos enfants. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est lui qui nous l'a enseigné. Il est le modèle par excellence. Il est le modèle à suivre. Et donc, cette parentalité positive que je crie haut et fort, que j'aimerais que tous les foyers musulmans puissent mettre en place, c'est la parentalité positive, c'est le modèle prophétique. Et ça, vous devez en être convaincus. Une parentalité positive et bienveillante, ça n'est pas laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut. C'est permettre à l'enfant de pouvoir faire des choix. C'est permettre à l'enfant de se responsabiliser. C'est permettre à l'enfant de devenir l'adulte qu'il sera demain. Parce que c'est là que vous construisez l'adulte fort qui va être. Et non pas l'être fragile que l'on voit maintenant. Nous avons tous été éduqués de cette manière. Et nous avons tous cette fragilité intérieure qui nous rend vulnérables avec ce manque de confiance en nous, ce manque d'estime en nous. Parce que nous n'avons pas été éduqués de manière à pouvoir faire des choix, de pouvoir être considérés et valorisés dans notre éducation. Mais quand vous prenez contact avec moi, quand vous me posez des questions, il est clair et évident que vous êtes des mamans et des papas qui êtes soucieux du bien-être de votre enfant. Et vous voulez juste des outils et des clés pour pouvoir vivre votre rôle de parent de manière sereine, de manière à en profiter vous aussi. Parce que vous êtes nombreuses à dire j'en peux plus, je ne peux plus,
j'arrive à un point où je ne peux plus supporter mes enfants. Et pourtant, je les aime. Donc, vous voyez, c'est antinomique parce que j'aime mes enfants, mais je les supporte plus. On ne doit pas arriver à se dire je ne les supporte plus. À un moment donné où ça ne va pas, à un moment donné où on sature, on doit demander de l'aide. On ne doit jamais rester dans cette situation où on est submergé, noyé dans je ne peux pas, je sais On plus quoi subit, faire. en fait. On subit la parentalité. Après, on se retrouve dans une situation où on va subir la parentalité, en fait. C'est ça. On va subir la parentalité et on va plus prendre de plaisir. Ça va être une contrainte et forcément nos comportements vont impacter notre rapport à notre enfant. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers modèles de vos enfants. Vous êtes les exemples de vos enfants. Donc la manière dont vous allez vous comporter, ils vont vous imiter et ils vont faire la même chose. N'oubliez pas que vos enfants ne sont pas des adultes. Ils sont des adultes à en devenir, mais ils ne sont pas adultes. Donc la manière dont vous allez vous comporter avec eux est très importante. La rahma, elle est importante parce que quand vous dites à votre enfant, arrête de faire ça, vous dites à votre enfant, j'en ai marre. Je te dis depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de te dire de ranger ta chambre ou de ranger tes affaires ou d'aller faire ci ou d'aller faire ça. Je te le répète depuis tout à l'heure, tu ne m'écoutes pas. Eh bien là, c'est un élément important de connaître pourquoi est-ce que mon enfant à ce moment-là, il ne m'écoute pas. Eh bien, c'est là qu'on doit se dire quel est le besoin développemental de mon enfant à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas favorablement à ce que je lui demande? Quand vous dites à votre enfant, fais ci, fais ça, vous voyez la manière dont on le dit. Fais ci, fais ça. Il va pas le faire. Il va s'opposer à vous. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, quand vous dites ça à votre enfant, quand vous lui donnez un ordre de cette manière, eh bien, son cerveau préfrontal, qui est immature, va se bloquer. Il se bloque, il s'arrête. Il s'arrête parce que vous êtes en train de l'empêcher de se responsabiliser. Tandis que lorsque vous reformulez votre demande, eh bien, à ce moment-là, son cerveau va fonctionner différemment. Parce qu'à ce moment-là, il va se responsabiliser. Parce que vous lui donnez le choix d'agir. Si vous voulez que votre enfant coopère, faites-le choisir. Permettez-lui de pouvoir faire des choix. Il a le droit à l'erreur aussi. Et c'est avec des erreurs qu'il arrive à se corriger. Votre époux, votre épouse, votre mère vient vous donner un ordre. Un ordre. Comment vous allez le prendre? Votre époux vous demande va me faire à manger, va me chercher ça. Ça va vous faire quoi dans votre cœur d'épouse? Ça va, c'est un pic directement, un pic. Parce que vous allez, qu'est-ce que vous allez ressentir? Eh bien, que vous n'avez pas été respectée en tant qu'épouse. Parce qu'il ne vous aura pas demandé ça d'une manière gentille, agréable. Et ouais. Voilà. Et c'est exactement pareil pour votre enfant. Votre enfant, vous devez le respecter en tant qu'individu. Ça n'est pas juste un petit enfant que l'on met dans un coin ou que l'on occupe avec n'importe quoi. C'est un individu à part entière. Et il a le droit au respect de son individualité. Et ça, c'est très important. C'est très important. Le problème, tu sais, c'est que la plupart des parents, enfin, nous-mêmes, hein, on se met plus du tout en fait à la place de l'enfant. C'est-à-dire que quand on va parler à nos enfants, on va oublier en fait que face à nous, en fait, il faut juste qu'on s'imagine en fait comme si on était face à un miroir. Si toi tu vas parler à ton enfant, tu lui parles de manière agressive, etc. Demande-toi juste si tu supporterais en fait que quelqu'un te parle comme ça et se dire que nous, c'est nous parents en fait la figure justement d'amour, de rahma, etc. qui leur parlons en fait comme des moins que rien, qui leur parlons de manière agressive, etc. sans prendre en compte ce qu'il est en train de faire, etc., etc.
bah c'est dur, subhanallah. Et il suffit juste en fait de prendre un petit peu de recul pour se dire, mais j'ai pas à lui parler comme ça en fait. C'est pas mon animal, c'est pas même un animal, on peut pas lui parler comme ça, subhanallah. Donc juste quand on prend un petit peu de recul, on se met à la place de l'enfant qu'on a face à soi, on se dit, mais ça va pas du tout en fait, subhanallah. Comme tu as dit, hein, pour le couple, même si ce serait le couple ou la belle-mère ou autre, comme tu as dit, on supporterait pas, subhanallah. On oublie aussi que notre environnement nous impacte énormément. Donc, notre environnement, c'est quoi? Quand on travaille, donc on a déjà une charge supplémentaire. Vous travaillez en tant que maman et vous devez, quand vous finissez le travail, vous avez toutes les tâches qui vous attendent. Alors, on travaille toute la journée. C'est du 8 heures, allez, 8 heures à peu près de travail. Vous rentrez à la maison, vous êtes épuisé. Pourquoi? Parce que toute l'énergie, vous l'avez donnée au travail. Et donc, normalement, humainement, quand on rentre à la maison, on a besoin de décompresser. Sauf que vous ne faites pas ça. Vous enchaînez. Vous enchaînez entre les tâches ménagères, préparer le repas, les enfants qui courent, qui crient un peu partout, les devoirs qu'il faut faire, changer les couches, préparer le biberon et énormément d'autres choses à côté. C'est normal qu'à un moment donné, on sature. Mais vous savez que votre enfant, vos enfants, vous les avez pas fait toutes seules. Vous êtes deux. Et ça, vous devez comprendre que il faut pouvoir déléguer. Déléguer, ça va vous permettre de souffler. Mais pourquoi vous ne déléguez pas? Tout simplement parce que vous voulez qu'on fasse les choses exactement comme vous voulez qu'on les fasse. À un moment donné, il faut arrêter d'être dans je veux que ce soit comme ça et pas comme ça. Quand l'autre est en mesure de vous aider, acceptez l'aide, quelle qu'elle soit. Parce que ça vous permet de souffler et ça permet aussi à l'autre de prendre son rôle. Ne lui enlevez pas son rôle de parent, son rôle de papa. C'est important dans la vie de votre enfant, c'est important pour vous. Parce que n'oubliez pas qu'une fois que votre enfant aura 15 ans, s'il n'a pas entretenu cette relation avec son papa, qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez que à 15 ans, 16 ans, 17 ans, ça va pas avoir des répercussions sur lui, sur son comportement, sur ses réactions avec les autres à l'extérieur? Bien sûr que oui. Tu voulais rajouter quelque chose? J'aimerais dire quand même, maman, je suis d'accord avec toi par rapport à ça, mais on va pas se mentir. Il faut dire aussi, enfin, on doit dire tous les schémas qu'il y a. Donc, il y a le schéma où on est face à, enfin, on est une maman qui, justement, veut avoir le contrôle sur tout et veut, bah, du coup, tout faire soi-même, ne veut pas déléguer, etc. Mais on a la partie aussi où la maman demande au père, sollicite le papa, etc., etc. Et le papa soit va dire catégoriquement, c'est pas mon rôle, j'ai pas que ça à faire, etc. Parce que son éducation a fait que, bah, du coup, voilà, il a été amené à comment dire, à se laisser vivre, à se faire servir, etc., etc. Et donc, du coup, à ne pas s'impliquer parce qu'il va reproduire le schéma qu'il a eu dans sa famille, etc. Et on va avoir aussi le papa qui va faire semblant de s'activer, de faire, tout en bâclant volontairement ou involontairement, en fait, les tâches. Dans tous les cas, dans les deux cas, voilà, on se retrouve avec un papa qui est démissionnaire. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, tu vas solliciter ton époux. Là, tu vas avoir deux choses. Tu vas avoir la frustration, parce que non seulement là, tu vas avoir ta soupape, elle est pleine, t'es déjà pleine sur le bord de l'implosion, et tu vas avoir justement la déception que quand tu vas venir solliciter ton mari, il va avoir, ben, soit, comme je t'ai dit, il va bâcler, soit il va te dire, c'est pas à moi de faire ça. Qu'est-ce que tu fais en tant que maman, avec ton cœur là qui est à ça d'exploser? Comment on fait? Alors, moi, je dis toujours que avoir un enfant, ça commence pas quand il naît. Ça commence par le choix du conjoint. C'est Et ça. c'est très important. Il faut revenir à la base. C'est facile d'être amoureuse, c'est facile d'aimer quelqu'un, d'aimer un garçon et de se dire c'est lui et pas un autre. Quand on est amoureuse, bien sûr qu'on va avoir certains défauts. Bien sûr qu'on va avoir des choses qui, dans le comportement, qui nous plaît pas. Mais on se dit quoi? On se dit c'est pas grave. Parce que l'amour peut tout changer. Parce que, une fois marié, il va changer.
Mais quand on se marie et que déjà les bases elles sont fragiles, eh bien on se rend bien compte que ça fonctionne pas. Et quand on dit je vais rajouter un enfant, ça va solidifier mon couple, eh bien non, c'est une catastrophe. Complètement. Donc voilà comment se construisent une grande partie des couples dans la communauté musulmane. C'est pour ça qu'on est dans cette configuration catastrophique de la société. C'est ça. Voilà. T'as tout dit. T'as tout dit. C'est vraiment dans le choix de... Comme on dit, hein, les frères, ils sont là, ils disent oui, le choix de l'épouse, etc. C'est pareil pour le choix de l'époux, en fait. Si t'as pas mis ces points-là au clair avec ton futur mari, c'est mort. Parce que tu vas te retrouver en fait avec des zones d'ombre. Donc tu sais pas du tout c'est quoi sa vision de la parentalité, tu sais pas du tout lui comment il a été éduqué, etc., etc. Et puis même parfois on voit, il suffit juste que tu ailles chez ta belle famille, tu vois comment la maman elle s'occupe de son fils. Est-ce qu'il va servir, il va aider sa mère, il va être actif, ou est-ce qu'il va mettre les pieds sous la table et il va rien faire? Comment est-ce qu'il va se comporter avec ses frères et sœurs? Comment il va discuter avec, comment dire, communiquer avec les enfants autour de lui, les petits-neveux, les nièces, les cousins, etc. C'est en voyant son implication à travers les personnes autour de lui, etc., qu'on va savoir justement comment va être comment dire, sa place en fait en tant que papa potentiel. Et si on n'a pas vu ces questions-là, si on n'a pas posé ces questions-là, mais c'est sûr que quand tu vas te retrouver dans la situation, donc enceinte ou avec ton bébé, etc., là, d'un coup, tu vas découvrir. Tu vas voir que lui, ah non, moi, j'ai pas été éduqué comme ça. Moi, je vais pas faire ça. Moi, j'aide pas pour ça. C'est pas mon rôle, etc., etc. Là, par contre, on fonce dans un mur. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Donc ça, c'est vraiment le choix. Dès le début, en fait, de l'époux. Et puis parfois, comment dire, il y en a comment dire, qui réalisent pas, en fait, la responsabilité que ça va être. Et du coup, ils vont dire, oui, moi, bien sûr, je t'aide, moi, ceci, moi, cela. Et puis, quand tu te maries, d'un coup, comment dire, dans l'acte, en fait, au moment d'agir, on voit que bah, du coup, c'est pas du tout sa manière de faire. Voilà. Donc, on était dans des illusions. Face à ça, c'est compliqué. Maintenant, on va dire que c'est fait. La sœur est mariée, elle a des enfants et le papa est démissionnaire. Comment on fait? Eh bien, il faut absolument. Alors, il n'y a pas que le papa qui est qui est dans la boucle. Il y a les parents de la fille et il y a les parents du garçon. Donc, c'est parce que quand on se marie, je me marie pas avec juste avec lui. Je me marie avec toute la famille. Et vous savez très bien que dans nos cultures, il y a toujours l'intrusion dans la vie privée des couples, de la belle famille dans les couples. Et donc, tout dépend de la manière dont a été éduqué le garçon. C'est généralement le garçon hein, qui va, parce que c'est quand même lui le moteur. Exactement. Et en fonction de l'éducation qu'il a eue, eh bien, soit ça casse, soit ça passe. Il y a une chose, c'est que les femmes, les épouses, les mamans, elles, quelle que soit la souffrance dans laquelle elles vont vivre dans leur vie maritale, je parle des femmes parce que c'est elles qui sont en majorité. Et bien sûr, je sais qu'il y a des hommes qui souffrent. Hein, donc, je minimise pas et je ne les mets pas de côté. Mais là, je parle juste de la majorité. La souffrance des femmes qui sont mariées, qui ont des enfants et qui vivent une vie de couple qui est compliquée, qui est dépourvue d'affectif, de sécurité et tout ce qui va avec, d'aide, de compréhension, de dialogue, de communication, eh bien, elles vont patienter. On va l'encourager à patienter. On va lui dire patiente, patiente, patienter comme ça. C'est qadarullah. C'est Allah qui a voulu que ça se passe comme ça. Sauf que le choix de votre conjoint, c'est vous qui l'avez choisi. Vous avez fait le choix de choisir telle personne pour être le père de vos enfants. Et donc, bien sûr, j'ai vu un message passer qui disait mais quand on est jeune, on est inconscient. Oui, vous êtes inconscient. C'est pour ça que les parents sont là, pour vous guider, pour vous accompagner, pour vous dire attention ma fille, là je sens que tu vas faire une erreur. Quand les parents sont honnêtes, d'accord? Quand les parents sont honnêtes, ma fille, tu vas faire une erreur. Je vois bien que ça va pas le faire. Mais c'est pas au moment où ça va se passer qu'on doit dire ça. Parce que tout le travail, il se fait avant.
de responsabilisation. La relation que vous avez avec vos enfants, avec votre fille, avec votre garçon, et c'est ça qui va le rendre fort. C'est ça qui va lui donner cette capacité de choisir, d'être confiant, de savoir qui il est et de savoir ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. C'est-à-dire que quand vous avez éduqué votre fille et votre garçon, ils vont être en capacité de savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'ils sont capables d'accepter et ce qu'ils ne sont pas capables d'accepter. Et ça, c'est important. Voilà, ça, c'est important. Et tout ça se fait avant. C'est pas à 15 ans, à 16 ans, où on va dire comment je fais, comment, c'est pas possible. Tout ça, c'est important. Et donc, cette souffrance que vivent beaucoup de femmes qui patientent durant des années et qui se disent, au moins, ils ont un père. Il est absent, il est violent, il est insultant, il est humiliant, mais c'est pas grave, je patiente parce qu'ils ont besoin d'un père. Ils ont besoin de quel père? C'est ça. Voilà. C'est quoi ce père qui insulte, qui dévalorise, qui humilie, qui frappe, qui violente, que ce soit la mère ou les enfants? Qu'est-ce que l'on va apporter à ces enfants-là? Vous pensez qu'on n'a pas assez de ces jeunes, les pauvres dans les quartiers, qui sont dans un tel état de délabrement, dans un tel état de destruction? Tous ces jeunes-là que l'on voit dans les cités, dans les quartiers, leur vie, elle est foutue. Elle est foutue. Ils sont complètement détruits. Quand on n'apporte pas ce qu'il faut à son propre enfant en termes affectifs, affectifs je parle, eh bien, s'il n'a pas été nourri par cet affect, il va aller le chercher ailleurs. Là, je vais parler des garçons. Il va aller le chercher ailleurs. Et où est-ce qu'il va trouver ce qui va combler justement ce manque affectif du papa ou de la maman? Mais généralement, c'est du papa parce que le papa, souvent... Mais les mamans, je les enlève pas de l'équation, hein, parce qu'elles ont un rôle et une responsabilité énorme. Eh bien, ils vont se tourner vers les addictions, que ce soit le shit, que ce soit de l'alcool, que ce soit les jeux, que ce soit la pornographie. Et tout ça, ce sont des addictions. Ils ont besoin de trouver dans ces addictions-là, on va dire, le réconfort qu'ils n'ont pas eu en termes affectifs avec leur papa ou avec leur maman. Et ça, c'est notre responsabilité. Jamais nos enfants ne seraient dans cette situation si nous, parents, nous avions fait le job. Le job, il n'a pas été fait et il n'est toujours pas fait. C'est une minorité de parents qui arrivent à faire ce travail-là. Vous en êtes conscient. Et c'est pas, attention, hein, le prenez pas comme étant une accusation ou quoi que ce soit. Je suis personne pour venir vous culpabiliser. Je suis une maman comme vous. J'ai relevé des défis comme vous. J'ai eu des difficultés comme vous. J'ai eu mes souffrances comme vous. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là tout le temps, pour vous aider à vous relever, pour vous aider à avancer, pour vous dire tout est réparable. Tout est possible. Rien n'est figé. On peut changer la destinée de nos enfants. On peut tout changer. On peut tout réparer. Il suffit juste de vous dire que oui, je veux le faire. Et oui, je vais le faire. Parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai crié sur mon enfant, j'ai tapé mon enfant, mais après j'ai pleuré parce que j'ai regretté. Non, c'est pas possible ça. Vous tapez, vous regrettez, vous pleurez, vous allez demander pardon à votre enfant, mais votre enfant il comprend rien. Il est en train de se dire quoi? Il est en train de se dire que finalement, maman elle me tape, après elle me dit je t'aime, donc aimer c'est taper. Donc si je me fais taper par mon futur mari, si je me fais insulter par ma femme, c'est normal. T'as tout dit. Voilà. T'as tout dit. Parce que quand une femme va dire oui, mon époux me tape et ensuite il m'offre des fleurs, on va lui dire quoi? Fuis.
On va dire sors, tu quittes la maison, tu truc, il te lève la main dessus, fuis. Mais pourquoi est-ce que on va voir, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui voient, tu es là, tu es dans le salon, tu vois ben, ta cousine, ta sœur ou autre en train de taper son enfant. Et on ne fait rien, et on regarde. On peut pas se permettre, subhanallah. Là, ce serait la même chose. Si tu vois ton beau-frère cogner sur ta sœur, tu vas te lever, tu vas défendre. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce réflexe-là quand il s'agit des enfants, subhanallah. Et nous, en tant que parents, il faut qu'on se pose la question. Pareil, on se remet dans un contexte. Qui je suis moi pour lever la main sur mon enfant, pour le gifler, le taper, etc., etc. Est-ce que moi j'accepterais que mon époux me lève la main dessus, ou qu'une personne, ou que ma sœur, ou que mon frère me lève la main dessus? Jamais, subhanallah. Alors ou alors c'est encore pire, les parents qui tapent leurs enfants parce qu'ils ont tapé leurs frères et sœurs. Tu tapes pas ta sœur. Au final, tu te dis, mais où la cohérence? Il n'y a pas de cohérence, subhanallah. Donc vraiment, subhanallah, c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que tu peux pas en fait ne pas vouloir qu'on te lève la main dessus et lever la main naturellement sur ton enfant et te dire ça c'est normal. Et là, c'est quelque chose de véridique que tu as dit parce que le parent il revient voir son enfant, je suis désolée, pardonne-moi, etc. J'étais là. Si le parent est comme ça, parce qu'il y en a beaucoup, ils tapent et il n'y a aucun souci. C'est-à-dire qu'ils vont même pas se dire que c'est pas normal ou autre, ils vont même pas s'excuser. Ils vont laisser ça comme ça. Et ensuite, ils vont juste effacer et faire comme si de rien n'était. Tu vas les manger, viens, on va manger. Ils vont pas dire excuse-moi de t'avoir levé la main dessus, c'est vrai que c'est pas correct, aucun adulte ne doit te taper, etc. Ils vont même pas réparer ce qu'ils ont fait, mais ils vont gommer par-dessus, en pensant que parce que l'enfant il sourit, il a oublié. L'enfant il a pas oublié. Il a juste, il essaie juste de se mettre en, comment dire, se coordonner en fait avec votre sourire. C'est-à-dire qu'il va observer, vous êtes plus fâché, il va sourire, il va essayer de voir la température. Et puis voilà, si vous parlez plus de ça, il va essayer de se faire tout petit pour plus que vous soyez fâché. Oui, c'est très important. Alors il y en a beaucoup qui sont en train de dire comment réparer. C'est pour ça que moi j'ai mis en place des ateliers. Donc là, il va y avoir le premier atelier que je vais faire en octobre. Justement pour commencer par la base. La base, c'est comment détecter chez mon enfant les besoins, ses besoins. Il y a des besoins, ils ont des besoins. Et ces besoins, comment je vais les détecter, à quel moment je vais les détecter et comment je vais y répondre. Donc, dans cet atelier que je vais commencer, ça va être le premier que je vais vous donner parce que que l'on va partager ensemble, Inch'Allah. Eh bien, je vais vous donner des clés. Je vais vous donner tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez comprendre le comportement de votre enfant, comment pouvoir remédier à ce comportement que vous pensez être inapproprié et pour que vous puissiez mettre en place de manière concrète, pas juste abstraite, oui, il faut, non, de manière concrète et comment le faire, un environnement qui est sain pour votre enfant. Ça, c'est le point de départ. Après, il y en aura d'autres. Hein, il y aura d'autres ateliers. Je préfère cibler des ateliers par thème pour que vous puissiez, au fur et à mesure, intégrer. Parce qu'il ne faut pas consommer des ateliers, des formations, des séminaires pour consommer, juste pour consommer. Vous devez aller à des séminaires ou à des formations, mettre en pratique, des ateliers où vous assistez. On n'a pas besoin que ce soit très long. Parce que plus c'est long, plus vous allez vous lasser. Assister, prendre des notes, poser des questions. Et ensuite, quand vous rentrez à la maison, vous commencez à appliquer. Quand vous êtes à la maison, vous devez appliquer. Et vous dire que c'est bon, demain, tout rentre dans l'ordre à la maison, c'est une erreur. C'est une grave erreur. Il y a sûrement un comportement qui va changer, ça va s'améliorer peut-être le lendemain, mais ça peut rechuter le jour d'après, quelques jours après, une semaine après. Mais ce qui est important, c'est que vous teniez le coup et que vous restiez sur votre ligne de conduite. C'est comme ça que le changement va arriver. Et vous allez pouvoir retrouver la sérénité et vous allez reprendre du plaisir à être maman et à être papa. Et ça, c'est très important. On va laisser la place aux questions, Sophia. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Donc, je te laisse me dire les questions. Ouais.
Alors, salam alaikum, comment gérer l'enfant du milieu qui a 3 ans? J'essaie de prendre du temps au maximum, sachant que ce sont trois garçons de 4, 3 et 1 an. Donc là, elle parle par rapport à l'enfant du milieu. D'accord. Alors, il faut savoir que déjà, ils sont rapprochés et que l'enfant du milieu est toujours l'enfant qui va être, on va dire, un petit peu délaissé, un petit peu mis de côté. Pourquoi? Parce que bien, il vient entre les deux. Donc, on a le petit euh, dont il faut s'occuper. On a l'aîné qui est plus grand, donc qui est plus autonome, et puis c'était le premier. Et puis il était plus simple, il était facile, parce que j'avais tout mon temps avec lui. Et donc le deuxième est arrivé, d'accord, mais après il y a eu le troisième qui est arrivé tout de suite après. Donc il demande beaucoup, et l'autre il demande beaucoup, et donc celui de 3 ans, il n'arrive pas à trouver sa place au milieu. Et bien sûr que quand il trouve pas sa place, il va adopter son comportement face à la situation. Et donc, il va créer des comportements inappropriés pour vous, parce qu'il est en train de vous dire, je veux que tu t'occupes de moi. Je veux que tu me donnes ce que j'ai besoin. Donc, le temps maximum, c'est pas de la quantité qu'il faut donner. C'est de la qualité qu'il faut donner à vos enfants. C'est pas parce que vous êtes à la maison toute la journée que vous êtes présente. La Ouais. présence, voilà. La présence, c'est quand vous passez du temps de qualité avec votre enfant, même si c'est 1 heure, mais il sait que vous avez passé du temps avec lui, que vous étiez entièrement avec lui. C'est pas je suis avec toi, je suis sur mon téléphone, ou je suis en train de regarder quelque chose, ou je suis au téléphone en train de parler avec quelqu'un. Quand vous êtes au téléphone et que vous parlez avec une copine, ou quelle que soit la personne avec qui vous parlez, votre enfant vient vous tourner autour. C'est normal. Il est en train d'essayer d'attirer votre attention pour voir si vous êtes toujours connectés ensemble. N'oubliez pas que le cerveau d'un enfant de cet âge-là est immature. Et donc, il a toujours besoin de vérifier si sa maman l'aime. Vous savez que vous l'aimez parce que vous lui dites. Mais lui dire et le montrer est autre chose. Il a juste besoin de remplir son réservoir affectif. Donc, un petit câlin et ça repart. Et oui, il va en redemander. Eh bien, vous allez lui en redonner autant de fois qu'il faut. Une autre question? Ouais. Comment se former à la pédagogie lorsque l'on n'a pas un gros budget? Alors, comment se former quand on n'a pas un gros budget? Il ne faut pas aller dans les formations qui sont trop coûteuses. Parce qu'il faut savoir que les formations qui sont trop coûteuses, en fin de compte, c'est juste euh, pour vous déplumer, quoi. Bah, C'est tout. parfois, ça peut être des formations intéressantes. Le Il y problème, en a, que, il y comme en a. tu as dit tout à l'heure, on est trop dans un schéma de consommation. C'est-à-dire que vous allez regarder une vidéo et vous allez directement essayer de la mettre en pratique. Sauf que vous allez vouloir faire tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Et vous n'allez pas vous approprier du coup les conseils, les consignes, etc. qui auront été donnés. Mais en fait, si vous ne vous appropriez pas du tout le conseil, vous faites pas en sorte qu'il corresponde à votre rythme de vie, à votre configuration familiale. Est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes maman solo? Est-ce que vous êtes en famille? Est-ce que votre mari est impliqué ou pas impliqué, etc., etc. Si vous prenez pas du recul sur les conseils qui ont été donnés dans ces formations-là, vous allez vous retrouver en fait avec un truc, vous allez dire, ouais, mais j'ai payé 1 200 € cette formation, ça m'a servi à rien, etc., etc. Et cetera. Et aussi, il y a des parents qui vont directement essayer de plus créer sur leurs enfants. Au bout de 1 jour, 2 jours, ouais, mais regarde, je lui parle gentiment et il continue à ne pas m'écouter, etc., etc. Mais ça fait depuis 3 ans que vous êtes en train de leur crier dessus. C'est normal que aujourd'hui vous allez leur parler gentiment, ça va pas rentrer. C'est petit à petit que là le rythme il va s'instaurer. Ils vont commencer à comprendre la nouvelle communication, le nouveau changement, etc. Vous, vous êtes prête à changer, mais eux, ils sont pas prêts encore à changer. Donc vous pouvez pas imposer d'un coup. Maintenant, on va parler gentiment, on va parler doucement, on va communiquer en famille, etc. Si depuis toujours, en fait, ils ont été habitués à obéir quand il y avait un cri ou à obéir avec un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment tout ça qui doit changer pour que justement là, ce que vous avez appris, l'enseignement que vous avez eu, vous pouvez l'absorber et le mettre en pratique, que les enfants, comment dire, vivent et comprennent et mettent en application avec vous ce changement, etc. Les changements, ça s'applique pas du jour au lendemain. C'est vraiment crescendo, étape par étape, etc., etc. Donc, euh, les formations, qu'elles soient très coûteuses ou pas coûteuses, en fait, elles peuvent être bénéfiques.
mais il faut juste vraiment savoir comment appliquer et mettre en pratique du coup ce qu'on apprend. Donc moi je pense, après tu diras ce que Je tu suis penses, d'accord avec mais toi, il faut choisir la bonne, quoi. voilà, même tu peux apprendre dans un livre. Tu peux apprendre, en fait, Un livre, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué dans un... dès que tu as l'information et que tu commences à te mettre en condition, à te conditionner, etc., pour le changement, pour changer ta posture en tant que parent, etc., etc., après, il faut vraiment que tu... comment expliquer ça? Peu importe en fait le support que tu utilises pour te former. Donc, si tu as des moyens, tu prends une formation qui coûte cher. Si t'as pas de moyens, tu prends des livres ou tu regardes des vidéos sur YouTube, etc., etc. Peu importe, on ne sait pas parce que parfois le déclic de changement, il peut s'opérer pour certaines personnes. Ils auront lu un livre et ça y est, c'est bon. Toute leur vie, elle est changée, machallah. Ils ont changé leur posture en tant que parents, etc. Pour d'autres personnes, il faut qu'ils suivent des formations. Pour d'autres encore, il faut qu'ils vivent avec des personnes qui ont la même pédagogie la même vision des choses, etc., pour eux-mêmes rentrer en conformité avec ces enseignements-là, avec cette manière de vivre, etc. C'est vraiment chaque personne va adapter selon comment dire, selon ses besoins, selon sa personnalité. En tout cas, c'est Et, oui, et puis, et aussi, chacun a justement cette capacité d'intégrer les connaissances différemment. c'est ça. Voilà, et tu peux être prédisposé comme tu peux vouloir et ne pas être prédisposé à accueillir tous ces enseignements. Mhm. Donc, c'est important tout ça. Tout dépend de l'état d'esprit de la personne, de parent qui va apprendre. Donc la personne, conclusion pour cette personne-là. Conclusion? Mm. Et, faut se former, c'est fondamental. Ouais, ça se former, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Connaître, savoir et voilà, faut apprendre. Faut apprendre, Ouais. c'est pas possible. Mais voilà, il y a des livres, il y a de tout en fait. Il y a de tout et pour tous les budgets. Donc vraiment, faut voir et se dire que faut pas regarder le prix, faut pas regarder ce genre de choses-là. Il faut vraiment, il y a de tout, alhamdulillah. Là, on est vraiment dans une ère où tout est accessible, machallah. Il y a des conférences gratuites, des vidéos sur Instagram, sur YouTube, comme toi tu fais, maman, des formations, des séminaires sur Zoom. Vraiment, machallah, maintenant, il y a de tout, subhanallah. Donc, on peut pas dire qu'on n'a pas reçu le message, on n'a pas reçu, on nous a pas appris, on nous a pas conseillé. C'est pas vrai. Celui qui dit que il n'a pas été, enfin, que le savoir, il n'a pas été accessible pour lui, il aura menti. Parce que vraiment, celui qui veut, alhamdulillah, il trouve. Donc, quel que soit le prix ou autre. Avez-vous des livres à conseiller? T'as des livres à conseiller, maman? Alors, les livres, oui, mais il y a beaucoup de livres, mais tout dépend quel genre de livre, pour quelles raisons. Donc, je peux conseiller des livres, mais le problème, c'est, voilà, tu vas les lire, pour quelles raisons tu vas les lire? Ah, des livres de 0 à 10 ans, non, on va aller par tranche, 0 6, 6 12 et 12 15, 12 17, on va dire. Parce que chaque phase de développement est différente. C'est ça. Donc, il faut aller par phase de développement. Et ça, c'est important, sinon on va se mélanger et ça, c'est pas bon. Exactement. Ok. Alors, il y en a une qui dit comment réagir avec un enfant de 2 ans qui tape et qui crache. Si un enfant de 2 ans tape et crache, c'est parce qu'à la maison, il n'y a pas le climat qui répond à ses besoins, tout simplement. Donc, D'accord. tout ça, c'est à développer, hein. Ouais. Et comment elle doit réagir? Changer sa posture, discuter plus. Alors, discuter, oui, mais je sais pas, moi, quels sont les comportements qui sont à la maison. Je sais pas l'environnement dans lequel il est. Je sais pas comment la maman, elle agit, le papa, il agit. Je sais pas s'il y a d'autres enfants dans la maison. Tu vois, tout ça, c'est important pour donner des éléments de réponse. Alors, on a Salam alaikum, comment faire quand le mari ne veut pas changer de sa manière de faire? Merci. Discussion, hein. Beaucoup discuter avec lui. Voilà. Et, ouais. Lui prouver que le modèle éducatif que vous voulez mettre en place, c'est celui-là qui est bon. Ça, c'est important. Je me rappelle, j'avais fait un live pendant l'été. Et donc, il y avait une maman qui n'avait pas réussi à assister au live, mais elle regardait le replay. Et son mari, il était à côté d'elle. C'était le soir avant d'aller dormir. Et elle avait mis, donc il entendait. Lui, il n'était pas intéressé au départ. Et je sais pas, il y a quelque chose, il y a un élément où j'étais en train de parler de quelque chose.
il s'est redressé et il s'est mis à regarder avec elle parce qu'il y avait quelque chose qui l'avait interpellé. Donc, il faut pas hésiter à montrer, à montrer voilà, On est en train de lui regarder prouver, voilà, à lui prouver que ce que vous voulez mettre en place, c'est ce qui est bon pour vos enfants. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Plus on va communiquer, parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent oui, voilà, une fois qu'on s'est marié, on peut pas savoir avec qui on va se marier, etc. Même si on a posé la question, bah, ceci, cela. Là, le mal est fait. Enfin, la chose, elle est faite. Vous avez vu que votre mari n'est pas impliqué, etc. Ben, il faut communiquer. Là, il faut discuter, discuter encore et encore, jusqu'à ce que, ben, Inch'Allah, il y ait ce changement et il y ait cette chose qui se met en conformité. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et dès que j'ai vu que, alhamdoulilah, ça allait, alhamdoulilah, ça allait pas, ben, j'ai pris les décisions qu'il fallait prendre. Parce que quand tu regardes et tu vois ce que tu veux, l'éducation que tu veux donner à tes enfants, etc., si tu vois que la personne qui partage ta vie ne partage pas les mêmes valeurs ou autre, et que ça porte préjudice aux enfants, il faut savoir prendre les décisions et faire les choix qui vont justement dans le sens de l'épanouissement de vie, l'épanouissement personnel, l'épanouissement de ses enfants. Alors, il y en a une autre qui a dit: comment faire pour que mon fils de 4 ans arrête de se toucher en cachette? Alors, il faut savoir qu'à cet âge-là, les enfants découvrent leur corps. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. Ça n'a absolument rien à voir. C'est juste qu'il découvre son corps. Et c'est pour ça qu'il faut l'accompagner. Si vous êtes en train de lui dire, faut pas toucher cet endroit, c'est sale, c'est pas bien. Vous vous rendez compte le message que vous êtes en train de lui envoyer? Que cette partie-là, c'est sale. Non, c'est pas sale, c'est son corps. Donc, faut lui expliquer, faut l'accompagner. Ben, tu sais, mon chéri, ça, tu sais ce que c'est? Et donc, vous lui expliquez. Tout simplement. Vous lui expliquez que les filles, elles sont différentes des garçons. Parce que si vous lui dites pas, il va le découvrir quand même. Parce qu'à l'école, ils appellent ça des touches pipi. Donc, quand ils sont aux toilettes, ils sont mélangés. Et ils se montrent les parties. Vous le savez pas. Moi, je le sais parce que je les ai vus à mes élèves. Et oui, pour eux, il y a rien de malsain. Ils découvrent juste leur corps. Et ça peut durer jusqu'à l'âge de 5 ans, 6 ans. Et après, ça passe. Mais vous devez les accompagner. Les taper, ça ne sert à rien. Leur dire que cette chose-là, ils doivent pas la faire. Ils vont la faire. Donc, attention. Accompagner. Parce que l'enfant, il doit comprendre. Il faut même après, voilà, quoi dire à son enfant, lui expliquer que ses mains, elles contiennent des microbes et cette partie-là, la partie du bas, elle est fragile. Donc, il faut pas toucher avec ses doigts, etc., quand c'est hors toilette, etc. Donc, si tu vas aux toilettes, tu peux t'essuyer, etc. Mais quand tu es hors toilette, dans tes mains, il y a des microbes. Donc, il faut pas toucher ces parties-là, c'est fragile, c'est sensible, etc. Alors oui, il y a un replay. Hein. Oui, Charles. Je vois les coulisses. Donc, regarde une autre question. Oui, excuse-moi. Alors, oh, il y a Sonia du monde des hourouf. Je ne sais pas si Smahan, elle est là. Elle est là, je l'ai vue passer. Ouais, j'ai Sonia du monde des hourouf qui dort à la maison. Elle était dans sa formation. C'est pour ça. Alors, du coup, comment réagir vis-à-vis d'un enfant presque 2 ans qui chouine beaucoup, bien qu'on lui donne toute l'attention? Alors, qui chouine beaucoup, pour quelle raison? Ouais. À quel moment? Facteur, bah oui. Voilà, donc j'ai besoin d'éléments pour dire. Parce que les enfants qui chouinent, c'est qu'il y a une raison quelque part. Ça vient pas de nulle part. Oui. Alors, comment ne pas tomber dans un burn-out maternel malgré les invocations? Alors, les invocations, elles sont très importantes. Alors, le burn-out maternel, c'est vraiment quand vous êtes épuisé. Alors, il faut pas oublier que quand vous mettez au monde un enfant, déjà, vous avez épuisé toutes vos ressources. Si vous avez d'autres enfants qui vous attendent à la maison, c'est d'autant plus compliqué parce que vous allez déjà stresser, penser. Oui, Oustada, elle est là. Voilà. Vous allez penser, vous allez stresser, vous allez vous dire comment je vais faire, vous allez rentrer, vous allez vouloir tout faire.
Le repos, vous allez vous l'interdire. Donc, vous allez passer des courtes nuits. Vous allez allaiter. Et vous savez, l'allaitement, ça prend toute votre énergie. Et en plus de ça, vous n'allez pas dormir pour compenser les nuits que vous n'avez pas dormi. Alors que quand votre bébé dort, vous dormez quand il dort la journée. Oui, mais mon ménage, le repas, on s'en fiche du ménage. Le ménage, c'est pas prioritaire. Vous inquiétez pas. Votre ménage, il sera au même endroit que vous l'avez laissé. Personne ne le fera à votre place. C'est sûr et certain. Donc, la priorité, c'est votre santé physique. Si votre santé physique n'est pas là, votre morale ne va pas tenir le coup. Et quand vous dormez pas la nuit, que vous êtes réveillé plusieurs fois et que vous allaitez, votre morale va chuter, chuter, chuter jusqu'à tomber dans une dépression. Bien sûr que vous allez être dans le burn-out maternel. C'est pour ça que dormir est essentiel. Vous nourrir est essentiel. Et évitez de faire plus que ce que vous pouvez. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous dites stop. On vient vous critiquer, on vient porter un jugement sur vous, on vient vous dire oui, mais ma mère, moi, elle faisait déjà plus que ça, et nos mères avant, on s'en fiche. Faut s'imposer en fait, faut Mais savoir bien sûr, et savoir en fait que bien sûr, à partir du moment où tu connais ta valeur et tu sais que comment dire, tu vas t'imposer en fait, tu vas dire moi, ma capacité c'est ça. oui, Moi, là, je viens d'accoucher ou je viens d'avoir telle et telle situation, j'ai travaillé. Là, il faut que je me repose. Il faut pas être là en train de se dire oui, mais il a dit que sa mère, elle faisait plus, donc il faut que je lui montre que je suis capable, je suis autant que sa mère. Nan, nan. Oui, mais sa mère, elle a du diabète, sa mère, elles sont toutes malades. elle est usée, C'est pas pour rien. usée, Mais oui, usée par la vie. et ils comprennent pas pourquoi leur maman, elles ont 40 000 maladies, des problèmes, etc. Mais c'est parce que c'était pas ça, en fait. C'était pas ça pour elles, en fait, la manière dont elles ont vécu, la manière dont elles ont éduqué tous leurs enfants, etc., etc. Et c'est à vous, justement, de casser ce schéma-là et de montrer, en fait, que c'est pas comme ça qu'on éduque un enfant ou qu'on s'occupe, qu'on est mère de famille, en fait. C'est pas ça, être mère de famille. C'est pas s'effacer et s'oublier parce que le burn-out, il vient de quoi? Il vient du fait que vous oubliez tous vos besoins primaires, en fait, vous les mettez de côté. Vous êtes plus vous-même, donc votre personnalité, vous êtes plus ça. Vous n'écoutez même plus quand vous avez envie d'aller aux toilettes. Vous n'allez même plus vous doucher. Vous ne préparez pas à manger, etc., etc. En fait, tu t'effaces. Tu es là avec ton bébé dans le sein et tu t'existes plus. Et même si c'est en dehors, hein, parce qu'on peut avoir un burn-out maternel à l'enfant, il a 3 ans, 5 ans, 10 ans. Peu importe, c'est en fait le fait d'avoir trop de charges et de s'être complètement oublié. Donc, comment sortir de ça? Repense à toi-même. Pense à toi-même. Écoutez. Reprends soin de toi. Oui. Ouais, il faut s'écouter. Mm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a pas que les enfants qui ont des besoins. Il y a maman qui a des besoins. C'est ça. Et les besoins, c'est je veux me reposer. J'ai besoin de repos. Parce que si vous ne vous reposez pas, vous allez envoyer un message à l'autre que, ben, en fin de compte, tout va bien, quoi. Et le jour où vous tombez et que vous êtes au lit, que vous ne pouvez même pas lever la tête, on va dire, mais qu'est-ce qui lui arrive à elle? Oh, c'est ça, tu peux plus. Voilà. Le corps, il lâche. Osez dire stop et laissez les jugements et les critiques de côté. Parce que votre maman va vous critiquer en disant mais c'est quoi ces jeunes de maintenant? Ils sont même pas capables, ils sont fragiles, il y a un rien les fatigue. Les sœurs, les belles-sœurs, tout l'environnement familial va venir porter un jugement sur la manière dont vous êtes, la manière dont vous tenez votre foyer, la manière dont vous vous occupez de votre mari et de vos enfants. Donc, vous passez votre temps à culpabiliser alors que vous n'avez pas à culpabiliser. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah ne charge pas une personne plus qu'elle ne peut supporter. Alors pourquoi vous voulez vous charger plus que ça? Non. Écoutez-vous, faites ce que vous pouvez et ce que vous voulez. À partir du moment où ça répond à votre besoin, à vous d'abord. Parce que si vous êtes bien, la maison va bien. Si vous êtes mal, eh bien tout va mal. C'est ça. N'oubliez jamais ça. C'est ça ce qui va découler en fait du fait que vous vous oubliez. C'est ce qu'on a dit au tout début. Et là, vous allez remarquer que c'est un cercle en fait. C'est-à-dire que là, elle parle du burn-out. Donc, qu'est-ce qu'il va faire si on le laisse? Au final, on n'arrivera même plus à supporter mais un seul bruit des enfants,
une seule discussion qui va mal se passer, etc. En fait, la coupe, elle est tellement pleine déjà qu'on n'arrivera même pas en fait à supporter un caprice de l'enfant. Et c'est même pas des caprices, mais bon, on se comprend. Le Oui. fait que l'enfant il nous dise non, etc., etc., on n'aura même pas cette petite patience, cette barrière, ce grande sûreté de patience, on l'aura même plus. C'est-à-dire que le moindre cri, le moindre ouf de notre enfant, la moindre chose, eh ben ça y est, on va exploser et on va commencer à crier. Et on va se dire, je comprends pas pourquoi je suis toujours énervée, je comprends pas pourquoi je parle à mes enfants de manière agressive, pourquoi je prends pas du temps avec mes enfants. Et comme la Sarah t'avait dit, pourquoi j'arrive plus à aimer mes enfants alors que je les aime, mais j'arrive plus à. Mais pourquoi? On aime plus ce rôle de mère, etc., etc. C'est parce qu'au début, on avait des besoins primaires qu'on n'a pas écoutés. Donc, on a arrêté de manger correctement, on a arrêté de s'occuper de soi, on a arrêté de prendre soin de soi, etc., etc. Et ça finit comment? Tu remplis, tu remplis, tu remplis, le vase il est plein, ça y est, tu peux plus rien remplir. Donc là, comment désamorcer cette bombe dans laquelle on est? C'est, ça y est, se dire non, je suis maman, ça c'est une réalité, c'est sûr, mais je suis aussi moi-même, je suis Safia, je suis une telle, je suis une telle. Donc là, il faut que je me réapproprie mon corps, il faut que je me réapproprie ma vie, un temps pour moi, un temps pour ceci. Même dans les prières, la plupart des mamans, et ça c'est une réalité, subhanallah, même dans les prières, on ne peut jamais être en paix. Et je sais que moi, à un moment donné, c'était trop dans ma vie, subhanallah, et j'avais donc mon petit qui avait 1 an et demi, j'avais ma fille qui avait 6 ans, ouais, elle avait 5 ans et demi. Et j'avais mon époux, du coup, à l'époque, qui travaillait de nuit. Donc, j'étais tout le temps. Donc, j'avais une vie de maman solo, alors que j'étais pas divorcée à cette époque-là. Et j'étais tout le temps avec les enfants. Tout le temps. Et mon petit, il dormait pas encore la nuit, etc., etc. Mon cœur, il était trop plein. Et même quand j'allais prier, j'avais mon fils qui montait sur ma tête et qui fait ça. Vous savez, quand t'as juste envie de pleurer, de prier, de faire ta prière tranquille, et que l'enfant, il est là, il te rajoute, il te montre, tu sais, genre, t'en as marre, et ben tu vas voir, je vais te montrer. Et vous vous dites, mais subhanallah, ya Rabbi, je veux juste prier tranquille, juste faire que mon fils, il soit tranquille dans un coin, juste le temps de la prière. Parce que la prière du Fajr, c'est la seule, et celle de l'Aïcha, où c'est la seule où t'es tranquille, tu sais que les enfants, ils dorment, etc. Mais celle de la journée, c'est hyper difficile, subhanallah. T'es là, en fait, tu te dis, je peux même pas souffler avec mon Seigneur, que j'ai encore mes enfants qui sont là, etc. Et ça, les hommes, ils se rendent pas compte, en fait. C'est quoi le fait de la charge d'une maman? C'est-à-dire que il faut que tu aies du temps pour toi-même, il faut que tu aies du temps pour ta spiritualité, pour ta connexion avec Allah. Et je pense que c'est ça qui est le plus frustrant, c'est qu'en tant que maman, on n'arrive même plus à avoir notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que même le khushu' dans la prière, ce moment où tu te sens apaisé, tu peux même pas l'avoir parce que tu as les enfants qui se disputent à côté. Tu es en train de prier, tu vois que ton fils est en train de monter sur la table, il va se casser la figure. En fait, tu es toujours en suspens, tu sais, ton cœur, il est toujours en haleine, subhanallah. Et ça, comment faire pour stopper? Il faut discuter. Il faut essayer vraiment de changer les configurations. Ne pas se dire, oui, voilà, c'est trop, j'ai trop d'informations dans ma vie. Non. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui me fait du mal? À quel moment est-ce qu'aujourd'hui, donc, vous vous posez avec une feuille, un stylo, et vous vous dites, à quel moment aujourd'hui j'ai failli craquer? Ou à quel moment j'ai craqué? Et vous voyez, qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvé dans une situation où, bah, du coup, votre soupape, elle a explosé? Donc moi, par exemple, c'est pendant ma prière, du coup, j'ai pas supporté quand mon fils il est monté sur ma tête. En plus, parfois, il monte, tu sais, genre la tête, elle tape contre le sol, je te retrouve avec un bleu. Bref, toutes ces situations-là, subhanallah, où tu te retrouves vraiment, ça y est, ton cœur, il a explosé, subhanallah. Donc, tu prends ça, tu notes sur une feuille et tu essayes de voir. Aujourd'hui, là, je sais que, par exemple, à tel moment, c'était trop. Donc, pourquoi? Ben, j'ai pas anticipé. J'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Donc là, vous vous dites, ben, je me réveillerai plus tôt et je ferai ma prière en paix. Ou je vais anticiper, je vais préparer le petit déj à l'avance. Comme ça, au moins, je vais pas courir dans tous les sens en train de gérer les enfants. En fait, c'est plus on va anticiper et plus on va avoir du temps pour soi. Essayez de vous donner un temps pour vous-même aussi. Le temps où vous allez prendre soin de vous, vous occuper. Oh, juste faire une douche, ya Rabbil Alamin. Juste faire une douche en tant que maman, on n'arrive pas. Une douche en paix. Je dis une douche en paix. T'es là, tu te douches, t'es en train de, tu sais, genre tellement, même si les enfants ils dorment, t'as l'impression de les entendre pleurer. Je crois que c'est vrai. Du coup, subhanallah, c'est vrai que quand on est maman, subhanallah, c'est un truc de ouf parce que vraiment, on a trop de charges sur les épaules. Donc, essayez vraiment de prendre du recul et de noter sur une feuille ce qui va pas. Et d'essayer de voir. Donc, pendant une semaine, je vais essayer de faire une configuration comme ci, ou de faire comme ça, etc., etc. Et vraiment, tant que vous vous oublierez, eh ben, il y aura toujours ce problème-là. Et vous pouvez faire ce que vous voulez.
pouvez changer votre configuration de la maison, vous pouvez demander de l'aide, etc. Si vous n'avez pas pris du temps pour vous, ça marchera pas. Ça marchera pas. Moi, j'ai passé plusieurs mois où j'avais même pas le temps de manger. J'avais maigri de fou et j'avais même pas le temps de manger. Je faisais quoi? Je me faisais des sirops, je buvais du sirop. Je faisais croire à mon corps qu'il mangeait, tellement j'avais pas le temps de manger. À midi, je buvais du sirop. Je buvais du sirop, c'est bon, ça me donnait une dose de sucre. Et après, je continue ma journée, subhanallah. Juste se nourrir, subhanallah, on a du mal à le faire, on n'a pas le temps. Donc vraiment, le fait de reprendre le temps de manger, de prendre le temps, je sais pas moi, d'aller sortir, de prendre l'air, même si c'est avec les enfants, on sait que parfois c'est embêtant, etc. Mais au moins avec les enfants, le fait de prendre l'air, etc., c'est des moments où vous allez vous apaiser. Et aussi, faut pas se mentir, on va se rajouter une charge mentale de ouf, enfin une charge de ouf, quand on va utiliser les réseaux sociaux. Tu vas être sur ton téléphone, tu vas être sur la télé. Non seulement déjà, tu as du mal à gérer tes enfants, mais si tu crois que tu vas réussir à te concentrer à regarder la télé ou ton téléphone et que tu vas entendre des cris, c'est à quel moment que tu vas crier? Quand tu es au téléphone et que ton enfant est en train de faire du bruit, c'est là où tu vas dire «Ah, j'ai dit quoi? Je peux pas parler au téléphone tranquillement?» Ça, toutes ces choses-là, subhanallah, c'est pourquoi? Parce qu'on fait des choses et on a les enfants à côté. Et c'est normal que ça va exploser. Donc, essayez de voir ce que vous pouvez enlever. Quand il y a les enfants, j'essaie de poser mon téléphone, d'avoir une écoute active avec eux, de passer du temps avec eux. Et la plupart des gens, quand ils ont diminué les réseaux sociaux, ils ont diminué le temps d'écran, quel qu'il soit. Quand ils ont diminué le temps d'écran, subhanallah, c'est là où la maison elle s'est apaisée. Et les tensions, elles se sont diminuées. C'est vraiment en fait le fait de retirer tous ces points-là. Vous allez voir que c'est comment dire, c'est des choses qui vont faire que, subhanallah, à la maison, ça sera moins tendu. Et pareil, vous comprenez pas pourquoi les enfants ils crient, pourquoi ils sont toujours excités, etc. Est-ce que la télé elle est constamment allumée? Si toute la journée vous entendez un fond sonore, vous entendez la télé, les dessins animés, etc. En plus de ça, vous touchez votre téléphone et après vous êtes au téléphone avec quelqu'un, etc. La tête elle est trop pleine. Le corps et l'être humain il n'est pas fait pour avoir autant d'informations dans sa journée, autant d'interactions avec les gens, avec les écrans, etc. Diminuez. Effacez certaines choses. Les choses qui sont inutiles, vous les enlevez. Les choses qui sont utiles, etc., vous les gardez. Celles qui sont trop ancrées dans vos habitudes, ça, on peut comprendre. Prenez du temps, petit à petit, vous diminuez, mais ne pas forcément enlever du tout au tout. Personnellement, vraiment, quand j'ai enlevé la télé, quand j'ai diminué ceci, diminué cela, alhamdulillah, déjà là, t'es tranquille à la maison, t'es... Bon, ma fille, elle fait toujours elle me boude encore du fait que je mets pas la télé. Mais avant, dans l'ancienne configuration, quand il y avait son papa à la maison, ben c'était souvent la télé allumée, etc. Parce qu'il avait grandi avec cette truc de le fond sonore, etc., etc. Moi, je détestais, je supportais pas. Et dès que j'ai pu, comment dire, configurer ma maison comme je l'entendais, comme je le voulais, alhamdulillah, tous les problèmes qu'il y avait, les tensions, le stress, etc., tout s'est effacé, subhanallah. Et j'ai pu avoir donc le foyer apaisé que je voulais, l'éducation que je voulais, etc., etc. Ça, c'est quoi? Il faut vraiment prendre du recul et regarder. Qu'est-ce qui m'empêche de donner la bonne éducation à mes enfants? Qu'est-ce qui m'empêche d'être une bonne mère? Qu'est-ce qui fait que je vais mal aujourd'hui? Etc., etc. À force, quand tu prends du recul, tu regardes tout ça, tu balayes. Et par contre, il faut beaucoup demander à Allah de nous aider à nous réformer, à donner le meilleur à nos enfants, d'avoir le meilleur des comportements. Toutes ces choses-là, si on va pas vers l'essentiel, c'est un tout, subhanallah. De toute façon, c'est un tout. Donc, donc voilà. Alors, je vais répondre à la dernière question. Comme ça, on libère les gens parce que ça fait tard. Et demain, moi, je dois partir. Ah oui, c'est vrai, tu pars à Paris. Eh ouais. Alors, il y a la question. J'ai une fille qui a 2 mois et qui réclame tout le temps les mains. On me reproche de la prendre dès qu'elle pleure. Que faire? Eh ben, faut la prendre. Un enfant, un nourrisson, quand il pleure, il ne fait ni caprice, ni il va s'habituer à vos bras. Quand il pleure, c'est qu'il a besoin de vous, il a besoin de vos bras, il a besoin de votre chaleur et de votre sécurité. Il veut se sentir en sécurité. Il vient de sortir de votre ventre, il est en insécurité, il était bien. Il a beau avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais c'est un nourrisson encore. Donc, il a besoin, à chaque fois que votre enfant pleure, c'est qu'il a besoin d'être pris dans les bras et prenez-le dans vos bras, même si c'est toute la journée. C'est très important. Un enfant qui pleure, un nourrisson qui pleure la nuit, qui pleure, le réflexe que vous allez avoir, c'est de le mettre au biberon ou au sein. Un enfant qui pleure la nuit, c'est pas parce qu'il a faim, forcément. Parce que si vous lui donnez tout de suite le sein, il va
il va assimiler il va associer le pleur au fait que vous lui donnez à manger. Donc, pleur, nourriture. Non. Quand il pleure, c'est pas forcément parce qu'il a faim. C'est qu'il a envie d'avoir un câlin, qu'il a envie, même si c'est à 2 heures du matin, 3 heures du matin, il veut un câlin, il veut avoir, sentir votre chaleur et être dans vos bras, tout simplement. Et ceux qui vous disent, eh ben non, il va s'habituer au bras, c'est des caprices, laisse-le pleurer. Vous vous rendez compte, vous laissez pleurer un nourrisson tout seul dans la chambre. Vous laissez pleurer, pleurer, pleurer. Dans quel état il va se sentir? Il va se sentir rejeté, abandonné. C'est comme ça qu'on crée des blessures. Donc, quand votre enfant pleure, on le prend. Point. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, subhanallah. ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah vous aime, qu'Allah vous garde et qu'il vous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà et qu'il vous accorde sa proximité le jour où vous allez le rencontrer. Amin ya rabbil alamin. Salam alaikum wa rahmatullah. Maman. Bisous.